Bonjour à tous. Je vais apporter dans ce colloque sur le littoral normand-picard une petite touche d'exotisme en vous présentant l'expérience du Languedoc-Roussillon. Il s'agit bien d'une expérience, il ne s'agit pas d'un modèle à reproduire sur toutes les autres façades. C'est un système d'observation unique qui, à l'échelle nationale, constitue le socle d'un réseau des observatoires qui est encore en construction. C'est l'un des 4 piliers avec d'autres observatoires régionaux et interrégionaux, comme le réseau d'observation du littoral normand-picard, l'observatoire de la Côte-Aquitaine et l'observatoire de la Corse. Et dans ce système d'observation de Languedoc-Roussillon, l'État a historiquement une part importante, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait générateur, c'est au début des années 60 un impératif pour l'État français de réussir à capter sur ses côtes tout un flux de touristes, notamment d'Europe du Nord, qui se dirigeait plutôt vers la Costa Brava en Espagne. Et donc, il s'agissait de réussir à les capter et de capter la manne financière que représentaient ces touristes. Le Languedoc-Roussillon était à cette époque un vaste espace lagunaire infesté de moustiques qu'il a fallu aménager ex nihilo. Et une mission interministérielle dépendant de la DATAR a été constituée à cet effet et présidée par le haut fonctionnaire Pierre Racine, que vous voyez ici, qui donc a animé une mission pendant 20 ans sur le littoral pour l'aménagement de ce littoral du Languedoc-Roussillon. Donc une mission initiée par le général de Gaulle qui a pu rencontrer la mission à la Grande Motte après les premiers travaux de creusement d'une darse pour le port de la Grande Motte dès 67. Tout un plan d'aménagement est mis en place, constitué autour de 6 unités touristiques principales, donc Grande Motte, Port-Camargue, le Cap d'Agde, le Barcarès, Saint-Cyprien, et coupé d'espaces verts, des coupures d'urbanisation pour un aménagement équilibré et raisonnable du littoral. On part bien d'espaces dans les années 40 qui sont absolument vierges pour créer des villes, donc comme ici la Grande Motte, qui va être bâtie sous les ordres de l'architecte Jean Balladur, ou bien Port-Camargue, où on voit la transformation radicale de la géomorphologie du site sous l'effet de la création de la station et de la marina. En appui à cette mission de hauts fonctionnaires est créé un service au ministère à l'époque de l'équipement, le service maritime et navigation de Languedoc-Roussillon, qui va apporter un appui technique, notamment pour aménager les ports. Ce service va acquérir un certain nombre de données, de bathymétrie, de niveau marin, va assurer les études, la maîtrise d'œuvre, l'entretien, l'exploitation des ports et donc accumuler un certain nombre de données à partir des années 60. Avec un tournant dans l'histoire qui est l'année 82, qui est déjà on arrive à la fin de la mission Racine. Et en 82, on a une tempête absolument dévastatrice pour le littoral, une tempête qu'on n'avait pas connue depuis au moins 2 siècles, mais sur un littoral maintenant aménagé, donc avec un certain nombre de dégâts, plusieurs milliards de francs de dommages. Et à cette époque, on commence à enregistrer de plus en plus de signes d'érosion du littoral. Le SMNLR, le service local du ministère de l'équipement, assure un certain nombre de mesures et de maîtrise d'œuvre pour des travaux d'épi, de brise-lames, puisque voilà, ce sont des ingénieurs bétonneurs qui font partie de ce service.
avec donc la tempête de 82 qui va mettre à jour que ces aménagements ne sont peut-être pas la panacée pour ce littoral. Ça va surtout mettre à jour le fait qu'on a besoin de plus de données, plus diverses, mieux qualifiées, pour mieux comprendre comment fonctionne ce littoral. Et donc le service maritime et navigation va complètement réorienter sa politique en s'orientant de plus en plus vers le suivi du littoral, en engageant un partenariat avec un réseau local très actif de chercheurs et d'universitaires, afin de mieux comprendre les dynamiques littorales, de faire émerger de nouvelles modalités de gestion du trait de côte. Et donc c'est le début d'un partenariat très fructueux et d'une période d'acquisition de données très intense sur l'ensemble du littoral, puisque ce service il a une vocation, une dimension régionale, et donc les données elles sont acquises sur l'ensemble du littoral sableux de Languedoc-Roussillon. Donc ça va donner évidemment naissance à une base de données très riche, longue durée, très complète, qu'en 2010, le service va vouloir valoriser à travers un système d'observation du littoral. Expérimentation pour la recherche en environnement, ce sont des structures qui sont parrainées par le ministère de la Recherche et le ministère de l'Écologie. Donc l'ensemble de ces données que, voilà, entre parenthèses, on a eu peur de perdre lors de diverses restructurations des services de l'État. Ces données, on les a confiées en bloc à nos partenaires universitaires locaux pour pérenniser la donnée et en assurer la meilleure valorisation. Donc ce système partenarial, il regroupe, donc le noyau dur, c'est le réseau des universités locales, au premier rang desquelles l'Université Géosciences de Montpellier, qui permet d'avoir des compétences très diverses, donc en sédimentologie, en modélisation, en hydrodynamique, mais aussi un éclairage du laboratoire d'archéologie pour avoir une vision un peu historique de l'évolution du trait de côte, des partenariats à l'étranger, à l'international, une association d'opérateurs locaux, et notamment du Conservatoire du littoral, et un partenariat financier avec la région, et bien sûr les services de l'État, notamment l'Adréal. Alors la vocation de cet observatoire, c'est bien la valorisation scientifique de mesures pérennes et de grande qualité sur l'ensemble du littoral. Donc il y a une dimension recherche très importante, plus recherche qu'opérationnelle, même si bien sûr avec cette base de données on va avoir des sous-produits opérationnels qui vont intéresser les collectivités. Et je vais pouvoir vous les présenter. Donc les produits, c'est d'abord des données sur les forçages, sur les causes de l'érosion, des données sur les ouvrages, des données sur les conséquences, et au premier rang desquelles l'évolution du littoral et de la position du trait de côte. Et puis un certain nombre d'études qui qualifient ces données, donc des études de connaissance des aléas, des études qui vont aider à la gestion du littoral. Donc quelques exemples de données, des données de niveau marin, 4 marégraphes, des données de mesure de houle, 4 bouées également houlographiques, qui vont nous permettre et qui nous ont permis de qualifier un certain nombre d'événements et au-delà de pouvoir, par des études statistiques, estimer les niveaux centenaux et millénaux de tempêtes, bien utiles pour la directive inondation. Un certain nombre de données de topographie, de bathymétrie, avec le produit phare qui est chez nous le lidar bathymétrique, puisqu'on n'a pas la chance d'avoir des côtes découvertes par la marée. On est obligé de tricher en utilisant un certain nombre de technologies comme le lidar bathymétrique pour avoir accès à la morphologie de l'avant-côte. Des bases de données sur les ouvrages,
et notamment sur le coût de ces ouvrages. Donc, ce sont des données qu'on met à disposition des porteurs de PAPI, de programmes d'action pour la prévention des inondations, pour notamment leurs analyses coûts-bénéfices d'ouvrages. Et puis, le produit un peu somme chez nous, qui est le plan de gestion des sédiments qui regroupe sur un format A3 et par cellules sédimentaires l'ensemble de la connaissance qu'on a pu accumuler en plus d'un siècle, puisqu'on a la chance d'avoir des traits de côte depuis la fin du 19e et des bathymétries également depuis la fin du 19e, qui, comparé à des bathymétries des années 80 et 2000, nous permet d'avoir les bilans sédimentaires dans l'avant-côte, que l'on va comparer à l'évolution de la position du trait de côte, que l'on va mettre en rapport avec des rechargements, avec des constructions d'ouvrages, avec un certain nombre de données. Donc tout ça est écrit très très petit, c'est pour que ça vous donne envie d'aller sur le site pour découvrir un peu la richesse de cet atlas, et qui va, au-delà de la synthèse, faire une analyse et proposer un certain nombre de modalités de gestion sur les stocks sédimentaires pour soit maintenir la position du trait de côte telle qu'elle est aujourd'hui, donc limiter la casse, soit estimer les volumes qu'il faudrait pour recharger de manière importante et durable l'avant-côte et rendre le littoral plus résilient. Alors, ces données que l'on acquiert à l'échelle de l'ensemble du littoral n'empêchent pas qu'on puisse avoir un certain nombre de zooms plus particuliers. Donc, on met en place des petits observatoires spécifiques. Donc là, à Villeneuve-les-Maglones, sur un lit d'eau très bas et sujet à la submersion. On a instrumenté le site donc avec un certain nombre d'outils de mesure en mer, sur la plage et dans la lagune pour pouvoir étudier, modéliser et prévoir la submersion sur ce type de lit d'eau. Alors, qui dit observatoire dit un peu de rigueur dans l'acquisition des données. Donc, on a essayé de matérialiser la manière dont on allait acquérir ces données par ce petit schéma avec des ronds de diverses couleurs. Donc, avec ici, à l'échelle de tout le littoral, les données que l'on se propose d'acquérir à certains pas de temps. Et même chose pour les observatoires plus spécifiques. Alors, c'est la diapo un peu vulgaire du diaporama, puisque je vais me permettre de parler moyens, et notamment argent. Donc, cet observatoire, il finance il est actif de par les moyens que chacun y met, donc sur l'ensemble des structures de 3 à 4 ETP, emploi à temps plein. Et puis un certain nombre de ressources financières, essentiellement mises en place par les services de l'État, mais on accepte tous les cofinancements. Le fonctionnement des réseaux, que ce soit les houlographes, les marégraphes, ou des projets donc plus ambitieux, les projets d'acquisition de bathymétrie par LIDAR, donc de 900 000 € environ, acquisition de données et analyse et études ultérieures, tous les 3 ans. Ou des projets plus locaux aux alentours de 300 000 €. Ces coûts sont à mettre en relation avec l'ensemble des bénéfices que la communauté littorale, dans son ensemble, en retire, et pas seulement les services de l'État. Alors, en premier lieu, les services de l'État, ces données, elles sont utiles, elles ont été utiles. Excusez-moi, j'ai cru que j'étais en retard. Oui, aussi. Les deux. Elles ont été utilisées pour la cartographie directive inondation, en croisant plusieurs sources de plusieurs thématiques, plusieurs sources de données. Donc on a des données assez fiables et donc acceptées par les collectivités. La caractérisation de coûts de mer. Ces données, elles sont mises à disposition notamment pour la réalisation de thèses, pour des projets européens, pour un certain nombre de plateformes techniques, et évidemment, elles sont mises à disposition des collectivités pour leurs projets d'aménagement du littoral. Donc, elles sont mises à disposition gratuitement.
ce qui permet d'avoir donc une donnée homogène. On ne multiplie pas les acquisitions de données, on a une donnée de qualité, qualifiée, et on n'a pas besoin de doublonner les acquisitions de données. Donc la conclusion et la spécificité de ce système d'observation, vous l'avez compris, c'est la qualité des données et le fait qu'on cherche à recouvrir l'ensemble de l'échelle régionale et pas uniquement les hotspots d'érosion ou de submersion. On a une étude en cours à l'université de Perpignan qui valorise donc toutes ces données long terme, qui nous a permis de démontrer, déjà de créer un schéma conceptuel du fonctionnement du littoral sur les 200 km de côte et de comprendre, en étudiant les secteurs qui a priori à courte échelle d'observation ne bougent pas, de comprendre l'évolution globale du littoral, notamment en portant l'attention sur ces secteurs qui, a priori, connaissent peu d'évolution. Donc, ça nous donne a posteriori raison d'observer aussi des secteurs qui, a priori, bougent peu, parce que ces secteurs nous permettent de comprendre l'évolution des secteurs à forte évolution. Donc notre perspective, c'est maintenant à court terme d'essayer d'élargir le partenariat, de le rendre plus solide, notamment d'un point de vue financier, mais aussi d'améliorer la gouvernance en faisant en sorte que les collectivités locales s'approprient ce système d'observation, y participent. Et évidemment, le réseau d'observation du littoral normand-picard constitue pour nous une référence dans cette inflexion que l'on souhaite donner dans la gouvernance de notre observatoire.